Bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce webinaire créé à notre fonds Sony Patrimoine 2.0 que je vais animer avec Étienne. Donc vous êtes très nombreux. Écoutez, pour ceux que je n'ai pas vu ni eu au téléphone depuis le début de l'année, j'en profite parce qu'il reste une journée pour vous souhaiter une bonne année 2023. Donc écoutez, bonne année à tous, plein de bonnes choses. J'espère que tous vos vœux seront exaucés. Nous, on en a plein des vœux. On espère qu'ils seront exaucés aussi. Et on va essayer de faire partager ça avec Étienne pendant ce moment que j'espère évidemment convivial. Alors, vous connaissez l'outil, hein, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions. On tâchera d'y répondre soit au fur et à mesure de la présentation si les choses se déroulent naturellement, soit on y répondra un petit peu plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez un onglet questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on sera bien évidemment ravis d'y répondre. Voilà. Donc, alors, comment ça va se passer? Alors, juste un petit point rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, sur un peu un point d'actu sur Sony. Alors, une petite récompense en début d'année. Alors, ça fait toujours plaisir, hein, puisqu'on on a remporté le palmarès gestion de fortune 2023 de société de gestion préférée des CGP avec un encours inférieur à 1 milliard d'euros. Donc, on est ravis. On espère que l'année prochaine, on sera dans la catégorie du dessus. Voilà, dans les CGP, dans les sociétés de gestion avec un encours supérieur à 1 milliard. On espère que ça déroule. Je vous rappelle rapidement également nos expertises. Hein, voilà, on fait de la gestion obligataire. C'est vrai que le crédit, c'est un vrai sujet chez Sony depuis notre création. Alors, ce sera l'occasion d'en reparler dans d'autres webinaires. Ça ne m'aura pas échappé, mais le crédit est redevenu finalement au centre de l'échiquier patrimonial avec des taux qui ont beaucoup monté. Donc, c'est un sujet que vous connaissez bien, mais on aura l'occasion d'y revenir. Une gestion action qui a plutôt pas trop mal travaillé, on verra ça rapidement. Et puis, la gestion patrimoniale sous l'égide d'Étienne qui a eu des résultats, on va dire, de très bonne qualité depuis maintenant 3 ans. Et on va essayer de rentrer dans ce détail-là de ce qu'on peut vous raconter. Alors, rapidement, parce qu'on est dans un métier de chiffres, c'est vrai que l'année 2022, elle a été en tout point remarquable. Alors, on ne va pas se cacher, hein, l'équipe de gestion a fait un travail assez formidable. Hein. Alors, sur patrimoine, on va y revenir, mais voilà, premier sur 261 en 2022 avec une perf autour de 9%, c'est quand même c'est du bon travail. Voilà. Et puis, sur la partie des actions, Sony Recovery, ça a très bien travaillé. Donc voilà, globalement, les perfs sont très bonnes, on est content. On aura l'occasion de revenir sur différents sujets de ces différentes gestions. Et puis, écoutez, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet avec Étienne pour revenir un petit peu sur à la fois ce qu'est Sony Patrimoine 2.0 pour ceux qui ne le connaîtraient pas, refiger 2-3 idées. Et puis après, rentrer vraiment, ce qui sera le plus intéressant finalement, et ce pourquoi vous êtes là ce matin, rentrer un petit peu dans les mécaniques, dans les différents moteurs et voir comment voilà, on va traverser cette année 2023, bien évidemment, dans la continuité de ce qui s'est passé en 2022. Hein. Ça vous rappelle, la gestion d'actifs, ça ne s'arrête pas le 31 décembre pour redémarrer le 1er janvier, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce serait bien trop simple. Donc c'est un travail effectivement de long terme. Et l'idée, c'est que Étienne puisse vous faire partager tout ce qu'il a fait et tout ce qu'on compte faire sur l'année 2023. Voilà. Écoutez, Étienne, je te relaisse la main, je te laisse démarrer et puis voilà. Ok. Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde voit bien la presse. Le début de cette présentation, c'est bon, vous signifiez, vous expliquez que la gestion d'actifs est en pleine mutation. Ces mutations, elles ne sont pas simplement liées à l'inflation dont on vous a parlé moult fois, mais à des nouveaux paradigmes qui sont le Covid et sa gestion stop and go dans les pays développés, la déglobalisation qui est un phénomène continu, avancé, qui vient en opposition avec la grande phase de globalisation qu'on a connue à partir de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce entre 2003 et 2005. Cette phase se retourne. Et puis, enfin, à la faveur du retour de la guerre en Europe, l'émergence d'un monde multipolaire, c'est-à-dire de la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Inde, qui se disputent le leadership. Tout ça fait que
il est absolument impossible que les classes d'actifs réagissent de la même manière que ces 20 dernières années. Et le paradigme auquel on fait face, c'est celui de la recorrélation dont on avait déjà parlé à multiples reprises, mais dans les phases d'aversion au risque, tous les actifs se recorrèlent entre eux pour la bonne et simple raison que cash is king. Lorsque les phases d'aversion pour le risque sont aussi extrêmes que celles qu'on a vécues en 2020, Covid, ou en 2022, avec la remontée des taux d'intérêt, ou en 2018, à la faveur du quantitative tightening, cash is king, c'est-à-dire que les investisseurs, bien naturellement, vendent l'ensemble de leurs actifs afin de se mettre en cash, et ceci rend la diversification par classe d'actifs inopérante. Slide suivant. C'est pour ça que dans Sony Patrimoine 2.0, on ne fait pas d'allocation par classe d'actifs, ce qui est inopérant et vous l'avez vu à la faveur des déconvenus sur bien des fonds diversifiés de la place, et pas simplement la place parisienne, mais également la place européenne. Et c'est le même phénomène aux États-Unis. La diversification par classe d'actifs ne fonctionne pas. Et c'est très exactement ce qu'on ne fait pas dans Sony Patrimoine 2.0. Dans 2.0, on s'adapte et on a cherché à s'adapter, on continue à s'adapter, on continue au nouveau paradigme que l'on détecte et on passe d'une gestion, si vous voulez, par allocation par classe d'actifs à une gestion par thème. Alors, dans ce slide, on vous rappelle les grandes caractéristiques du fonds. Et Sony Patrimoine 2.0, c'est un fonds patrimonial, euh, pluri-asset, donc qui n'est pas simplement investi sur les taux et les actions, mais également les matières premières au travers d'ETF liquides ou au travers de l'or, par exemple, qui reste l'actif antifragile de référence, les devises, les actions, le crédit et les taux d'intérêt. Donc, on utilise toute la palette des actifs possibles et on va les combiner différemment de ce que fait la place au travers des fonds diversifiés à Paris notamment. Les grandes caractéristiques, c'est également donc une plage d'expression pour la gestion qui est large et qui permet cette gestion flexible, décorrélée que l'on recherche. Donc une sensibilité cible entre -6 et +10, une limite maximale et non pas un objectif, une limite maximale de volatilité de 12%, un objectif de performance qui est de Esther plus 220 points de base annualisés, donc ça c'est sur la part R, et enfin, ce qui est également une originalité et une singularité du fonds, donc une gestion en perte maximum probabilisée, en vraie perte maximum probabilisée et non pas simplement en VAR, ce qui est la VAR qui a montré ses limites, on en parlera tout à l'heure. Slide suivant, s'il te plaît, Christophe. Alors, pour gérer ce fonds, je ne suis pas tout seul, je m'appuie sur quelques ressources internes, notamment un risk manager quasiment dédié à 100% sur la gestion du fonds, Pascal Laloum, qui est actuaire et qui vient compléter utilement mon savoir-faire. Et donc, très rapidement, pour revenir sur mon parcours, donc j'ai travaillé dans des petites et grandes sociétés de gestion à Paris, à Londres et au Luxembourg. Et mes dernières expériences au Luxembourg, c'est notamment la Banque européenne d'investissement, qui est le bras armé de la BCE, ce qui me donne un savoir et une expertise banque centrale un peu particulière et qui, je crois, n'a pas vraiment d'équivalent à Paris en toute modestie. Donc l'approche, on vient de le dire, est multithématique. Hein. On passe d'une allocation par classe d'actifs à une allocation par thème en s'exposant aux macro-thèmes que l'on identifie. Et alors, si on ne faisait que ça, on s'exposerait à des risques de drawdown élevés. Ce n'est pas le cas puisqu'on a adopté une couverture des risques extrêmes très fine. Sur le slide suivant, alors beaucoup d'entre vous connaissent déjà un peu mes mantras ou les mantras de la gestion, mon ADN, mais la manière dont je travaille, elle est
Donc, c'est un fonds global macro, hein. Euh, donc, l'un des inputs, c'est bien sûr l'analyse de la macroéconomie afin de détecter des tendances. Et en particulier, mon mantra, il est de chercher en permanence à repérer les biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? C'est, si vous voulez, une manière un peu générale qu'a le cerveau humain de tout le monde d'identifier et de comparer un événement récent à un événement du passé et de croire que le Covid de 2020, c'est la même chose que le MERS ou le SRAS et que donc les impacts sur l'économie seront au moins aussi faibles qu'ils l'avaient été, par exemple, en 2005. Grand biais cognitif de l'année 2020 de ne pas avoir perçu que le Covid allait être catastrophique. Idem, le cycle d'inflation de 2022, le grand biais cognitif de 2021 a été de croire que l'inflation serait transitoire en se fondant sur la difficulté qu'on avait eue pendant 20 ans à créer de l'inflation. Or, c'est passé de côté tous les événements un petit peu typiques qui se sont produits entre 2020 et 2022 et qui viennent, comme la climate change, par exemple, la transition énergétique, qui viennent structurellement déformer les prix des matières premières. Alors, pour faire tout ça, il nous faut des sources d'informations de très bonne qualité. C'est également une singularité du fonds. C'est ce qu'on a essayé de vous montrer dans ce slide, c'est-à-dire que la gestion a des accès à la BCE, à la Fed, par exemple, de très bonne qualité. Comme vous le savez, bon, je m'exprime dans les médias et c'est très souvent plus qu'un moyen de se montrer, c'est plutôt très souvent un moyen d'aller chercher de l'information et de repérer les fameux biais que peuvent avoir les gérants que je croise, par exemple. Alors, parfois, ce sont des bons biais, des biais positifs, des biais sur lesquels il faut s'inscrire, et parfois, ce sont des biais qu'il faut creuser et contre lesquels il faut s'exposer. Également des sources d'informations académiques de bonne qualité. Donc, GAFCAL, vous connaissez la plupart d'entre vous, donc une société d'analyse indépendante, très spécialisée sur la Chine. BCA, qui est une boîte canadienne très spécialisée sur les pays émergents et sur les États-Unis, sur lesquels je m'appuie pour monter mes scénarios macro. Et enfin, tout un écosystème singulier de 1000 gérants de fonds d'investissement, de mutual funds, de sociétés de gestion, de hedge funds, donc 1000 gérants cooptés avec lesquels je discute toute la journée au travers de social networks et de plateformes donc d'échange d'informations. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la gestion qu'on fait chez Sony, c'est pas une gestion isolée. Le risque gérant est finalement assez mitigé par les échanges qui sont faits en interne ou en externe. Par rapport à l'année dernière, sur le slide suivant, donc bien évidemment, on étoffe au fur et à mesure nos ressources et nous avons donc un analyste qui est venu donc compléter l'équipe de gestion au sens large et qui nous produit donc de la recherche que vous allez pouvoir consulter régulièrement sur notre site internet. On va rentrer un petit peu plus dans la mécanique du fonds, mécanique qui est ultra processée et qui permet de réduire la prise de risque pris ou bien enfin la prise de risque ou bien de l'augmenter à bon escient. Donc le process de gestion de Sony Patrimoine, il est quantamental. Alors pardon pour ce mot un peu barbare, mais quantamental, c'est l'alliance du fondamental et du quantitatif. Et l'objectif du process est de rechercher en permanence un bon équilibre entre le fondamental et donc les inputs macro que dont on discutait tout à l'heure, et puis le quantamental, donc le suivi de signaux apportés par des modèles qui sont des modèles éprouvés au cours de mes 20 longues années de gestion. Alors, les différentes étapes du process d'investissement, vous pouvez les lire finalement à gauche dans la marge, hein, génération d'idées, euh, sélection de thèmes qui peuvent être des thèmes porteurs avec du momentum,
ou des thèmes contrariants. Le fonds va jusqu'à la définition de 3 thèmes, thème 1, thème 2, thème 3. Je ne vais pas tellement plus loin de mon point de vue et de mon expérience. C'est suffisant d'essayer d'articuler 3 thèmes au sein du même fonds. Au-delà, on prend le risque de s'éparpiller. Et la manière dont je vais travailler, c'est bien tout simplement d'allouer des unités de risque par thème, étant entendu que je vais jusqu'à 4 unités de risque par thème. Et qu'une unité de risque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1/12 du budget de volatilité totale, donc du budget de risque total que j'ai défini en amont de mon process. Donc, pour résumer, la manière dont ça fonctionne, c'est je me pose en permanence la question qui est est-ce que je comprends l'univers d'investissement dans lequel j'investis. Si je le comprends, je vais monter mon niveau de risque jusqu'à pourquoi pas 12% de volatilité, ce qui reste inférieur à la volatilité des actions, par exemple, et je vais allouer eh bien, 1/12 de ces 12%, donc 1% par idée ou trade étant l'implémentation du thème. Donc on part du budget de vol total, on définit ensuite les thèmes et sous les thèmes, on implémente des trades et on va schématiquement jusqu'à 4 trades par thème. Et chaque trade se voit affecté d'un niveau de risque qui est de 1/12 de la vol totale. Donc à la fin, on se retrouve donc potentiellement jusqu'à 100% du budget de vol total, donc 12/12, et potentiellement jusqu'à donc le budget maximum de volatilité que je me suis alloué ex ante, qui est donc éventuellement de 12%, mais qui peut être de moins, peut-être un peu moins. Tout ceci, donc la somme de mes 12 trades en permanence, forme le portefeuille. À partir de là, s'effectue le côté quantitatif du process fondamental. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un contrôle ex post de ce que la vol totale du fonds est inférieure à la somme des vols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si j'ai bien travaillé, la VAR ou la vol totale du portefeuille doit être inférieure à la volatilité maximale du fonds que je me suis fixé ex ante. Pourquoi? Parce que mes thèmes et mes trades doivent être décorrélés. Et je vais vérifier que la construction de mon portefeuille est pertinente et que j'arrive bien à un niveau de risque total inférieur ou égal au risque ex ante que j'avais défini. Ça, c'est un process de contrôle par value at risk traditionnel. Rien de très novateur là-dedans. Une value at risk qui tourne 2 fois par jour et qui est suivi ensuite de la nouveauté et de la singularité du fonds, qui est un calcul de CVAR, donc d'expected shortfall, de maximum drawdown probabilisé. Je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait le concept ou qui sont nouveaux pour le fonds, de quoi il s'agit. Donc ça, c'est les 2 premières étapes du contrôle quantitatif, contrôle en VAR, contrôle en CVAR. La dernière étape qui est fondamentale, c'est l'étape d'analyse factorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que j'ai construit le portefeuille, j'effectue une réduction des risques du portefeuille autour de 3 facteurs. Ces facteurs étant le taux 10 ans US, le dollar américain et le S&P 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en permanence capable de réduire les risques du portefeuille comme étant égaux ou de définir les risques du portefeuille comme étant égaux à un certain niveau de sensibilité sur le 10 ans américain, qui est une approximation de mon exposition taux sur les pays développés, un certain niveau de sensibilité et d'exposition sur le dollar américain, qui est donc également une approximation de mon niveau de risque sur les devises des pays développés, par exemple, long ou short, et un certain niveau d'exposition sur les actions exprimées au travers du S&P 500. C'est-à-dire qu'à tout moment, on est capable de vous dire, si besoin, le fonds en ce moment, Sony Patrimoine 2.0, qu'est-ce que c'est? C'est de la sensibilité négative sur les taux 10 ans US. C'est une vente
de 50% du fonds, c'est un exemple, de dollars américains, et une exposition longue de 30%, par exemple, en équivalent S&P 500. Donc, cette analyse factorielle et cette réduction sur ces trois piliers, elle est essentielle parce qu'elle me permet finalement de voir ex post, comme je ne travaille pas par classe d'actifs, eh bien, quelle est mon exposition à la fin quand même sur ces trois piliers, de sorte que je suis capable à tout moment de neutraliser très exactement le portefeuille en trois achats ou trois ventes. Achat ou vente de taux 10 ans US, achat ou vente de dollars américains, achat ou vente de S&P 500. Enfin, à quoi ça sert aussi, au-delà de la lecture du risque et de la neutralisation du risque? Ça me sert aussi à faire un overlay. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un overlay? Eh bien, c'est au-delà de mes thèmes, qui sont discrétionnaires et qui sont définis par la macroéconomie, je fais tourner des modèles de momentum ou des modèles de mean réversion, ou de retour à la moyenne, et je vais venir à partir de ces modèles pondérer mes expositions sur les trois facteurs taux, dollar US et S&P 500. Donc, il se peut très bien, par exemple, que mon portefeuille à la fin soit construit de sorte que j'ai une sensibilité négative à la hausse du S&P 500 et des modèles qui me disent mais non, attention, il faut être plutôt acheteur de risque action, comme c'est le cas en ce moment. Et les modèles d'overlay vont m'aider à remonter ma sensibilité sur le S&P 500, par exemple. Slide suivant. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on allait revenir en quelques secondes sur cet outil de probabilité et de mesure et de maîtrise des risques qui est la VaR et la CVaR. La VaR a été popularisée dans les sociétés de gestion en Europe. On en connaît les limites, c'est-à-dire que la VaR n'est pas la perte extrême du fonds, puisqu'elle s'arrête à un intervalle de 95% ou 99%, et elle ne dit rien de ce qui se passe dans les 5% des cas ou les 1% des cas. La CVaR vient compléter utilement la value at risk et elle va venir définir, mesurer la taille moyenne des pertes justement là où la VaR ne va pas. Donc la CVaR, c'est quoi? C'est la VaR au-delà de la VaR. C'est la perte moyenne au-delà de la VaR, dans les fameux 5% d'intervalle de stress de marché qui se produisent souvent. On le voit depuis, notamment depuis le Covid, on a des périodes de stress, donc 5%, donc une vingtaine de journées, une dizaine de journées dans l'année où les chocs extrêmes sont très élevés, où les fonds délivrent des pertes qui vont au-delà de la perte maximale de la VaR. Et donc la CVaR vient vous dire et vient me dire, ben écoutez, voilà, cher gérant ou cher client, dans un choc extrême de marché, s'il se reproduit de nouveau à Lehman Brothers, le fonds va perdre au maximum 2% entre aujourd'hui et demain. Donc c'est un outil qui est très puissant, qui vous permet d'avoir une appréciation très fine du maximum drawdown que vous encourez en investissant sur un fonds comme Sony Patrimoine 2.0. Et ce type d'information n'est absolument pas donné par les autres sociétés de gestion de la place, ou bien c'est finalement assez rare parce que c'est très technique. Et c'est un modèle que j'ai importé de la BCE et qui est un modèle qui est obligatoire pour les banques. Voilà. Slide suivant. Alors, on va revenir sur les performances. Donc, les performances, elles sont après 3 ans de track record éprouvé, sachant que ce track record où ma gestion n'a pas démarré chez Sony, mon process de gestion est le même depuis des années. Je gérais déjà comme ça chez Natixis AM, chez Edmond Rothschild Asset Management, EDRAM, etc. Donc, mon process de gestion est éprouvé dans le temps et a produit donc en 2020 une performance positive, en 2021 une performance positive, en 2022 une performance positive et en 2023, eh bien, il n'y a pas de raison particulière que ça s'arrête puisque le process est le même et il vient s'enrichir
des spécificités du moment, mais il reste le même. Donc, avec une performance sur 3 ans qui est de 18%, qui est supérieure à la performance des actions en Europe, avec une volatilité qui est 2 fois moins élevée que la vol des actions. Donc, vous avez une rémunération, c'est ça qui est très important, du point de volatilité qui est supérieur à 1 très largement sur 3 ans, hein, et qui est même plutôt de l'ordre de 2. C'est-à-dire que vous avez un Sharpe ratio qui est de 2 sur 3 ans, ce qui est la matérialisation, le signe d'une gestion de qualité, je crois, et euh, euh, efficace, efficiente. Donc, en 3 ans, sans cocorico malvenu, le fonds et le gérant sont désormais notés 5 étoiles chez Morningstar et 5 étoiles Cantalis. Évidemment, on est très content. Euh, alors, sur le slide suivant, on va juste regarder, c'est très visuel, la performance du fonds, peut-être le slide 14, mais bon, voilà. Donc, simplement, c'est un fonds qui fonctionne, qui est tout terrain. Vous voyez bien qu'il fonctionne dans les phases boule contre son indice et également dans les phases bear. Voilà, pas tellement d'autres choses à dire là-dessus. Alors, si on revient finalement les raisons de la performance de 2022 avant éventuellement de se projeter en 2023, donc j'y ai fait référence très tôt dans cette présentation, mais 2022, le grand thème structurant, bon, il y en avait trois, mais le grand thème, il y a toujours trois thèmes. Le grand thème structurant, c'est l'erreur d'analyse de l'inflation, et c'est un thème qu'on a commencé à développer en fait en 2021. Erreur d'analyse sur la durée de l'inflation, erreur d'analyse sur le niveau d'inflation, conduisant donc à une grande erreur de politique monétaire en 2021, qui est d'avoir laissé les taux bas pendant beaucoup trop longtemps, nourrissant des bulles qui est en cours de dégonflement, donc bulles sur les actifs du type valeur de croissance aux US, les SPAC, les cryptocurrencies, etc. Et donc cette analyse de l'inflation nous a permis donc très rapidement en 2022 de tirer profit des accès de fragilité qui ont eu lieu sur l'ensemble des marchés financiers. Slide suivant. Alors, très précisément, dans les trois thèmes de l'année dernière, durcissement des conditions financières. Les conditions financières, qu'est-ce que c'est? Ce sont les primes de risque, pour faire simple. Donc, on entend par prime de risque, eh bien, le niveau des taux d'intérêt, la pente des taux d'intérêt, le niveau du dollar américain, les spreads de crédit, le niveau des taux hypothécaires, des taux de financement de l'immobilier. Donc, tous ces thèmes-là ont été implémentés pendant l'année 2022, avec une gestion parfois flexible autour des thèmes, mais permettant de tirer parti eh bien, de la hausse des spreads du crédit, la remontée très forte des taux d'intérêt courts en zone euro, aux États-Unis, en Australie, au Canada, dans l'ensemble des pays développés, en Grande-Bretagne également. Et ce thème vient, comme je l'ai rappelé, des anticipations que nous avons construites dès 2021 d'un cycle de resserrement des taux qui serait vraisemblablement bien supérieur aux attentes. Rappelons-nous, au début de 2022, il n'y a que 250 points de base anticipés dans le cycle de hausse de taux de la Fed. C'est-à-dire que le marché dit, en janvier 2022, les taux d'intérêt américains courts s'arrêteront à 2,5%. Fin 2021, j'expliquais déjà à ceux qui ont la gentillesse de nous suivre que les taux américains s'arrêteraient entre 6% et 8%. On est déjà au-dessus de 5. Et c'est ce que dit la Fed. Et mon anticipation, c'est que vraisemblablement, on va converger vers 6 encore cette année.
Slide suivant. Donc, le deuxième thème de l'année 2022, c'est la transition énergétique qui était totalement omise à la fois par la BCE et à la fois par la Fed dans sa lecture de l'inflation et qui nous a permis de tirer profit euh, eh bien, de positions longues sur les matières premières. Et vous voyez que ce thème acheteur de matières premières est un thème qui s'articule très bien avec le premier thème du durcissement des conditions financières. Pourquoi? Parce que l'inflation est également pas simplement de l'inflation par les salaires, mais c'est principalement l'année dernière de l'inflation importée par la hausse des prix sur les commodities. Euh, donc le pétrole, les métaux ferreux, etc. Bien évidemment, ce thème c'est le deuxième slide. Donc, si on revient sur la transition énergétique oubliée, ce deuxième thème a très bien profité évidemment de la guerre en Irak, hein, qui est venue pousser, augmenter encore plus cette tendance structurelle à la hausse des prix des matières premières. Troisième thème, la désynchronisation des banques centrales, qui est un thème majeur, qui lui est un thème très intéressant parce qu'il n'est ni boule ni bear et qu'il vient s'articuler autour des devises. Donc c'est le slide 16, la désynchronisation des banques centrales, qui est un thème très intéressant. D'où vient ce thème? Ben, simplement, il faut comprendre que le Covid a frappé de manière désynchronisée les États de la planète. Donc, à des périodes différentes, avec des réactions des États différents, avec des timings différents. Le tout a généré une désynchronisation majeure du cycle économique entre les pays émergents, par exemple, et les pays développés. C'est-à-dire que normalement, c'est le Brésil, les États-Unis montent le taux et le Brésil suit 6 mois plus tard. En 2022, c'est exactement le contraire qui se produit, c'est-à-dire que le Brésil a déjà relevé ses taux de l'ordre de 10% et les États-Unis ont à peine commencé. Ceci induit et continue à induire des écartements dans les devises qui nous permettent de nous exprimer. Une désynchronisation des banques centrales, essentiellement un thème des devises très intéressant, qui est un thème décorrélé, si vous voulez, de la hausse ou de la baisse des marchés. Alors, on va aborder les thèmes de 2023 présents dans le fond. Ces thèmes présentent à la fois une continuité avec le 2022 et à la fois un changement majeur dont je vais parler. Et ce changement majeur, c'est le thème du grand salto que je vais décrire en troisième. Grand salto qui a commencé en ce début d'année et qui est un thème extrêmement intéressant et extrêmement dangereux également pour les gérants et pour les porteurs de fonds. Et donc, je vais m'en expliquer. Avant d'arriver sur ce thème du grand salto, on continue bien sûr, comme le rappelait Christophe en début, on continue à travailler des thèmes de 2022 puisque au 1er janvier 2023, le monde n'a pas changé. Et donc, le thème dans lequel je m'exprime sur les devises va perdurer, notamment parce que on est en train de passer progressivement d'une désynchronisation à une resynchronisation, et notamment la resynchronisation des banques centrales, elle vient du Japon, puisque le Japon subit en ce moment une accélération de son inflation et a entamé un processus de normalisation des taux d'intérêt qui vient réenchérir principalement le yen. Donc le thème du long yen, du renchérissement du yen par rapport à d'autres devises des pays développés, va être est un thème structurel du fonds en 2023. Resynchronisation. Par ailleurs, la désynchronisation continue, hein, puisque la Chine, elle, continue à injecter des liquidités sur fond de grande réouverture, ce qui est le deuxième thème. Open, le pavé du milieu, la Chine réouvre. Donc,
c'est à la fois une certitude, puisque c'est corroboré par les autorités politiques, mais c'est à la fois un risque de pétard mouillé. Et là, je m'inscris un petit peu en alerte par rapport à tout ce que vous pouvez lire sur l'impact de cette réouverture de la Chine sur l'économie mondiale. De mon point de vue, cet impact va être très faible sur la croissance, on s'en expliquera, mais relativement fort sur l'inflation. C'est pour ça qu'il faut garder quand même un œil sur ce thème de l'inflation qui n'est sûrement pas terminé. Et j'introduis du coup mon thème du grand salto, qui est un thème, si vous voulez, qui est un point d'attention pour nous tous. Depuis le début de l'année, vous avez constaté que les actifs risqués sont en hausse de l'ordre de 10%, notamment en Europe, mais pas seulement, également en Chine, donc grand retour des actifs chinois, retour également de tout ce qui avait été vendu en 2022, c'est-à-dire la croissance, les valeurs de croissance américaines. Ce thème, ce comportement, ce grand salto en avant qu'on effectue par rapport à 2022, hein, c'est-à-dire que le début de 2023, c'est le contraire de 2022 qui se produit. Toutes les valeurs délaissées, victimes de désamour, font l'objet d'un grand retour de l'amour des investisseurs et va se produire, et c'est mon scénario, et tout ce que je lis, tout ce que j'étudie, tout ce que j'écoute me font tous les jours gagner en conviction sur ce thème, va se produire dans l'année, demain ou à la fin de l'année, un grand salto en arrière, c'est-à-dire le retour des thèmes de 2022. Et donc, il faut faire très attention à ce qui s'apparente en ce moment à un bear market rally, à savoir ce retour effréné de l'appétit pour le risque qui va se heurter de manière évidente à le retour dans l'inflation en milieu d'année, notamment drivé par la hausse des prix des matières premières qui vient de la réouverture de la Chine. Je m'en expliquerai encore un petit peu plus par la suite. Donc, le message ici, c'est faites très attention au marché actions dont la performance frénétique depuis le début de l'année est fragile. Je reviens un tout petit peu pour vous éclairer sur le thème 1, qui est celui de la normalisation de la politique monétaire, qui n'est pas sans risque et qui n'est pas sans risque non plus sur les actifs risqués au Japon. Bon, le yen est extrêmement décoté par rapport à sa fair value. Donc, vous avez un risque de réappréciation du yen de l'ordre de 40%. Si toutefois la Banque du Japon abandonne le contrôle de la courbe des taux, sachant que cet abandon a déjà commencé, hein, donc ce n'est pas juste un scénario, c'est vraiment une lecture de ce qui se produit. Il est probable que cet abandon du contrôle de la courbe des taux soit progressif, que les taux japonais remontent, mais de manière contrôlée. Néanmoins, la réappréciation du yen, qu'on avait déjà commencé à spotter l'année dernière, est un thème qui me paraît assez clair. Il n'est pas évident, mais il est assez clair. Donc cette normalisation de la Banque centrale du Japon, elle va venir en écho avec la poursuite du resserrement de la BCE. La BCE n'a sûrement pas terminé. Tout ce que vous écoutez, ce que vous lisez de la part de la Banque centrale européenne démontre que le taux d'intérêt terminal que la BCE a en tête, il est de l'ordre de 3 quarts, quasiment 4%. Donc on est loin d'avoir mis un terme au resserrement des conditions financières. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment évident hein, que, enfin, de mon point de vue, et c'est vraiment un point d'attention, qu'après ce salto en avant et ce démarrage canon de 2023, va se reproduire un salto en arrière. Thème suivant. La Chine, je faisais un petit rappel juste avant. Donc, attention également au risque de pétard mouillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la narrative
de réouverture de la Chine et tout l'optimisme que cela génère, à juste titre, mais vont se calmer en cours d'année au fur et à mesure qu'on va se rendre compte que l'impact de la réouverture de la Chine sur l'économie mondiale est finalement assez faible en termes de croissance. Pourquoi? Parce que cette réouverture concerne les secteurs qui ont été pénalisés par le Covid. Et ces secteurs, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement les secteurs liés aux services et pas tellement, et même très peu, les deux moteurs, ça concerne très peu les deux moteurs traditionnels qui sont nécessaires pour un impact durable sur la croissance mondiale, qui serait la relance des programmes d'investissement dans les infrastructures et puis la relance dans le secteur du property market. Donc, vous avez toujours des secteurs de l'infrastructure et de l'immobilier en Chine qui sont fragiles et c'est très criant, notamment au regard des programmes, donc des émissions, hein, du refinancement que fait la Chine pour le financement de nouveaux projets. Et c'est le slide de droite, hein, le refinancement des projets. Vous voyez sur l'année 2022 et ce début d'année 2023 n'est absolument pas en hausse, il est plutôt en contraction. Slide suivant. Donc après le risque de pétard mouillé, voilà. Le dernier slide qui est très important concerne l'économie américaine. Là encore, certes, si vous regardez le petit graphe, le premier graphe, donc certes, l'inflation revient sur des niveaux qui sont plus homogènes avec les targets de la Banque centrale américaine. Toutefois, la contraction en cours, donc la désinflation en cours, n'est pas, à mes yeux, durable. Et elle n'est pas durable, pourquoi? Parce que, bon, on vous l'a répété, mais c'est vrai, le marché de l'emploi, lui, est atomique, c'est-à-dire l'économie américaine, et notamment le marché de l'emploi, n'a absolument pas réagi jusqu'à présent aux 400 points de base de hausse de taux de la Fed de l'année 2022. Et ce qui compte pour les politiques monétaires, c'est non pas l'inflation, euh, je dirais, volatile liée à l'énergie ou à la pseudo-amélioration des chaînes d'approvisionnement. Je dis pseudo parce que en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Mais l'inflation qui compte pour la Fed, tout comme pour la BCE, c'est celle des salaires. Et aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les salaires poursuivent leur rythme de renégociation à la hausse. Et je suis assez persuadé qu'une fois la désinflation terminée sur l'énergie, va se produire deux choses. Une réaccélération haussière de l'inflation liée à la reprise actuelle des prix des matières premières et également une poursuite des négociations haussières des salaires dans l'économie américaine, ce qui veut dire que la Fed n'a pas terminé et ce qui veut dire aussi que cette anticipation que l'on entend de pivot imminent de la Fed est une hérésie. C'est une incantation, ça ne se produira pas. C'est mon scénario et bien au contraire, quelque part entre le mois de mars et le mois de décembre, le cycle de hausse de taux aux US va reprendre parce que l'inflation est volatile. Euh, Ce qui est très important de comprendre, c'est que dans un régime d'inflation élevé, l'inflation elle-même est volatile. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle décrue en ce moment, mais cette décrue va être suivie vraisemblablement d'une réaccélération en sortie de premier trimestre, de mon point de vue. Et donc, le risque de grand salto, c'est le grand salto avant qu'on a fait, qu'on est en train de faire avec voilà, le grand optimisme sur les classes d'actifs risqués qui sera suivi d'un grand salto arrière. Également,
un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est la hausse de taux n'a pas eu lieu. Les hausses de taux aux États-Unis n'ont pas eu lieu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'après 425 points de base de hausse de taux de la Fed, les conditions financières, ici représentées par l'indice Bloomberg des conditions financières, c'est une échelle qui est inversée, sont au même niveau qu'en début d'année de 2022. La hausse des hausses de taux n'ont pas eu lieu. C'est quoi les conditions financières? C'est un indice en fait agrégé des spreads de crédit aux États-Unis, des spreads, des taux mortgage, des niveaux de taux d'intérêt de la courbe souveraine, de primes de risque sur les actions, un indice agrégé. Et le grand redémarrage des marchés financiers depuis en gros le mois d'octobre a neutralisé l'impact de la hausse des taux. Et c'est très important parce que la Fed dit une seule chose, c'est quand je monte mes taux, l'effet que j'attends, c'est une contraction des conditions financières qui doit ensuite s'implémenter dans l'économie américaine par effet de contagion. Eh bien, cette contagion négative n'a pas lieu. Schématiquement, les actions montent alors que les taux montent et ça n'est vraisemblablement pas de quoi faire plaisir à la Fed. Peut-être, Christophe, tu veux dire un mot sur ce slide? Ouais, ouais, faut que tu coupes ton micro parce que sinon ça fait de l'écho, Étienne, quand Oui, on parle les deux en même ouais. temps. Non, non, oui, un mot sur ce slide et puis aussi relayer les très nombreuses questions. Alors, je vais essayer de les synthétiser hein, parce que ce sera plus simple pour y répondre. Alors, ce que vous avez bien compris, alors pour ceux qui me connaissent, évidemment, vous avez compris la manière de travailler d'Étienne et de son équipe au travers de ce fonds patrimoine 2.0. L'idée, bien évidemment, c'était d'apporter une vraie solution de décorrélation aux actifs traditionnels. Et vous l'avez compris, il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés financiers au cours des dernières années. Et à force de dire que le monde change, il change vraiment. Et si nous, de notre côté, on ne change pas notre manière de travailler, ben, in fine, on ne va pas réussir à la fois vous séduire et à la fois surtout à répondre aux problématiques des clients et aux problématiques des marchés. Et ce qu'on a cherché à faire avec ce fonds-là, justement, c'est essayer de trouver un vrai fonds décorrélant. Et donc, on va pouvoir d'ailleurs répondre tout de suite, Étienne, à une question qu'on nous pose très souvent. Parce qu'effectivement, quand on a des fonds qui fonctionnent très bien dans des périodes de marché baissier, ce qui a été le cas de Sony Patrimoine 2.0 en 2022, la question qu'on nous pose souvent, c'est bah, finalement, est-ce que c'est un fonds qui est un fonds vert et qui ne fonctionnera que dans des phases de marché qui baissent? Alors, juste pour ceux qui n'auraient pas vu les slides d'avant, en 2021, les marchés étaient plutôt confortables et le fonds a bien pris la hausse des marchés. Mais ça, c'est une vraie question qu'on nous pose très souvent. Donc, Étienne, je vais te relaisser la parole pour développer un peu sur cette partie-là parce que c'est vraiment un élément essentiel. Je pense qu'on en a déjà un petit peu répondu, mais vraiment, on va réaffirmer ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est vraiment très important. Je reviens exactement. Je reprends la parole. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est aller sur le slide 32, qui est intéressant, qui est le slide en annexe. Voilà. Qui reprend d'abord la performance du fonds sur les 3 dernières années. Donc, j'ai démarré juste après le bottom du Covid, donc schématiquement le 20 mars 2020. Donc, vous voyez que la performance du fonds est assez linéaire, quels que soient les régimes de marché. En blanc, c'est le fonds, donc c'est Sony Patrimoine 2.0, et en bleu, c'est ici j'ai mis le CAC 40. Donc sur 3 ans, on fait légèrement mieux que le CAC 40 et pour autant, en bas, vous avez les régimes de volatilité du fonds contre le régime de volatilité du CAC 40. Alors, la volatilité du fonds, elle est en orange. Donc, elle est actuellement, elle se lit sur l'échelle de droite, elle est actuellement de 6,93%. Donc, c'est une volatilité 6 mois. Et en violet, vous avez la volatilité du CAC 40, sauf que celle-ci se lit sur l'échelle de gauche.
Et vous voyez que la volatilité du CAC 40 en ce moment est de 16% sur 6 mois. Donc finalement, vous avez un fonds qui produit une performance supérieure à celle des marchés actions, avec une volatilité qui est inférieure d'au moins 2 fois celle des actifs risqués. Donc, c'est bien un fonds décorrélé, premièrement. Et deuxièmement, c'est un fonds qui vous offre un rapport performance sur risque qui est supérieur à ce que vous trouvez, largement supérieur à ce que vous trouvez dans le marché lui-même. Je reviens aussi sur un point une question qui m'est parfois posée, qui est, mais alors le maximum drawdown, vous avez quand même des phases de drawdown sur le flux. Oui, gérer en maximum drawdown probabilisé, ça ne veut pas dire que sur une séquence qui peut durer 3 mois ou 6 mois, les thèmes du fonds vont être moins porteurs ou la gestion va être moins porteuse. Le maximum drawdown s'applique uniquement en cas de situation extrême de marché. Donc, ces 3 dernières années, vous avez des cas particuliers de situations très extrêmes du marché, mais la CEVAR vous donne le maximum drawdown à 1 jour. Si je vous donne le maximum drawdown à 5 jours, c'est bien évidemment supérieur au moins 1 ou moins 2% que je vous ai donné. Donc, il faut dissocier ce qu'est le maximum drawdown probabilisé en cas de choc instantané de ce que pourrait être la performance du fonds cumulée pendant 6 mois. Ce sont deux choses qui sont radicalement différentes. La question sur je ne comprends pas, le fonds parfois sur 6 mois perd 6%, alors que votre CEVAR disait que vous n'alliez pas perdre plus de 1%. Mais oui, mais c'est la CEVAR un jour, ce n'est pas la CEVAR 6 mois. Bon. Dans les 6 mois qui suivent, ma CEVAR instantanée ne connaît pas les investissements et les stratégies que je vais implémenter dans les 6 mois qui vont venir. Donc, c'est un outil très puissant, mais ce n'est pas non plus un outil omniscient. Si on revient sur la manière dont je travaille, donc, en effet, ce process de gestion produit des résultats qui sont différents de ceux de la place, puisque le process est différent. La majorité des gérants construisent une allocation par classe d'actifs. Et donc, vont commencer leur travail en début d'année en affectant un return estimé aux actions, au taux d'intérêt, et en effectuant une allocation sur la base implicitement d'un modèle de Markowitz qui va venir euh, optimiser l'allocation en minimisant la vol. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. J'identifie des thèmes qui sont soit des thèmes porteurs qui ont du momentum, soit des thèmes contrariants, puisque ceux qui me connaissent savent que je suis rarement d'accord quand même avec le positionnement de la majorité. Alors, ce n'est pas non plus systématique, mais c'est un de mes biais, si vous voulez. Et je construis des thèmes. Ces thèmes sont choisis de sorte d'être correctement articulés entre eux. On voit bien que la hausse des prix des matières premières est un thème qui est corrélé avec l'inflation qui n'est pas transitoire et donc le tightening des conditions financières, par exemple. Et cette construction du fonds de manière transversale, avec une gestion ensuite des sensibilités grâce à des modèles, permet d'offrir un process qui est différent. Et s'il est différent, il est différenciant. Et à la fin, je crois qu'il produit, et ce n'est pas simplement ces 3 dernières années, je crois qu'il produit la décorrélation attendue. Je sais qu'il y a quelques questions qui concernent le drawdown sur le Covid en mars 2020. Ce drawdown, il est lié à une chose, non pas qu'on n'avait pas vu le Covid, au contraire, on fait partie des rares gestions à avoir averti en février et en janvier 2020 que ce Covid allait être un black swan, mais à l'époque, on n'avait pas complètement terminé le setup et on n'avait pas tout à fait tous les outils nous permettant de mettre en place cette gestion décorrélée
Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est le cas. La meilleure preuve étant, l'année 2022 est une année infernale pour les gérants, absolument infernale. J'ai jamais vu ça. Un tel niveau de nervosité et de swing en intraday, et pour autant, on a réussi à faire un travail qui, je crois, est convenable. Donc, ce Étienne, type de gestion est en place sur le fond depuis très exactement le début de l'année 2020, avec des outils qui se sont améliorés. oui, juste pour aussi pour aller sur ce point, parce qu'il y a effectivement bon, beaucoup d'autres questions. Après, on ne pourra pas répondre à tout, mais il y a un sujet qui est très important. Faut que tu coupes ton micro, Étienne, quand je parle. Comment? Faut que tu coupes ton micro quand je parle. En fait, il y a un sujet sur pourquoi le fonds surperforme depuis janvier 2021 et pas auparavant. Alors, juste pour vous montrer un peu l'arrière-cuisine de chez Sony, en fait, le fonds qu'Étienne a récupéré, c'est un ancien fonds chez nous qui s'appelait Sony Convertible. Voilà. Et pour des questions de référencement auprès de nos amis assureurs, où c'est parfois un peu complexe, voilà, on a décidé de garder l'usine du fonds qui était déjà référencé dans la quasi-totalité des compagnies d'assurance. Voilà, c'est un fonds qui était un fonds convertible. Donc, le track record du fonds avant janvier 2020 n'est pas considéré comme le track record du fonds, parce qu'il était totalement différent de ce qu'on a fait depuis. Mais c'est un point qui est important, il nous pose souvent la question. Donc, voilà, le vrai track record du fonds démarre et la gestion d'Étienne démarre depuis le 1er janvier 2020. Et c'est là où on peut effectivement voir implémenter tout cela. Alors, il y a plein d'autres questions. Alors, je fais une dernière salle de questions, puis après, on va s'arrêter. Alors, il y a beaucoup de questions sur les États-Unis au global. Donc, ça concerne, alors je fais un melting pot de tout ça. Hein. Ça concerne récession, ça concerne inflation, ça concerne immobilier US versus immobilier en Europe. Donc, beaucoup de questions autour des États-Unis. Alors, lié effectivement au thème, à ton troisième thème sur la résilience ou pas de l'économie américaine. Donc, il y a quand même beaucoup de questions autour de ça. Tu essayes de synthétiser un truc autour de ça, et puis après, les autres questions, on tâchera d'y répondre dans un temps numéro 2. Ouais, c'est facile. Donc la résilience en fait des US, ben, elle est avérée par le cycle des earnings actuel. Donc les earnings sortent encore une fois plutôt bons. Alors c'est lié certes à une évaluation, du moins une correction négative ou dégradation des anticipations, mais pour le moment il n'y a pas de catastrophe. Les guidances sont elles éventuellement un sujet. Euh, euh, Puisque les gagnants sont plutôt négatifs. En revanche, le point, je crois, qui est soulevé, c'est oui, vous dites que les salaires vont continuer à augmenter. Bah, oui, un process de hausse salariale, c'est un process de négociation qui se fait sur le temps long et il ne se fait pas en quelques jours. Ça veut dire que vous aurez vraisemblablement des réaugmentations salariales au cours de l'année dans les entreprises qui n'ont pas produites. Je sais que certains d'entre vous sont sensibles au fait que les entreprises licencient. Alors attention, aux US, le licenciement actuel ne se produise que quasiment exclusivement dans les valeurs de croissance. Donc, chez Meta, chez Microsoft, etc., dont le poids dans le PIB est relativement faible. Donc, il ne faut pas confondre en fait le poids des valeurs de croissance dans les indices avec le poids de l'emploi des valeurs de croissance dans l'emploi total et dans le PIB US. Donc, je m'attends en effet, pour d'autres raisons, à ce que l'inflation reprenne aux États-Unis, tout comme elle est en train de reprendre pour ceux qui ont suivi en Espagne ce matin, avec une réaccélération haussière qui n'était pas anticipée. Donc l'inflation est un phénomène extrêmement complexe qui ne s'arrête pas uniquement au prix de l'énergie. L'inflation, tout démontre que passé un certain niveau, devient volatile et devient, et ça c'est une évidence, difficile à faire rentrer sous la zone des 4%. Pour ceux que ça intéresse, vous avez un papier de la Banque internationale de settlement publié en fin d'année dernière qui étudie les effets de résilience de l'inflation au-dessus de 4%. C'est-à-dire que vous avez des régimes, et ce régime il est en cours aux US. Au-dessus de 4%, l'inflation se diffuse et accélère. En dessous, c'est très difficile de la faire monter. Donc là, vous êtes au-dessus et vous allez avoir nécessairement aussi, parce que les conditions financières se détendent et le cycle américain
devrait bénéficier de ce retour de l'optimisme, vous allez avoir une réaccélération en milieu d'année. Je suis assez convaincu de ça. Allez, une dernière salve de questions. Et après, on aura dépassé largement le temps imparti. Alors évidemment, tous vous recevrez le replay de ce webinaire avec l'ensemble des slides, évidemment, qui seront à votre disposition. Évidemment, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter ou Blaise, moi, voilà, pour qu'on vous fasse une synthèse encore plus précise si vous le souhaitez. Et la dernière salle de questions, c'est des questions un peu plus larges sur la partie or, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, dollar, et puis voilà, sur ces deux thèmes-là, ces deux sujets très importants. Ton avis, Étienne, et après on conclura. Oui, je crois que le point, finalement, c'est comment est positionné le fonds en début d'année. Le fonds est positionné risk-on, c'est-à-dire, même si je crois que cette hausse des marchés actions est très fragile, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas la jouer. Donc, vous avez à peu près 50% d'exposition longue action. Quelles actions? Eh bien, tous les secteurs qui ont fait l'objet de désamour en 2022. Donc, euh, la tech US, Nasdaq américain pour faire simple, la tech chinoise qui se traite à des niveaux de price earning qui sont ridicules, hein, qui sont compris entre 5 et 7 fois les bénéfices. Donc, vous avez un intérêt à revenir sur les actions chinoises, par exemple. Donc, long action, short taux pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire que le cycle de hausse de taux n'est pas terminé. Alors ce short taux, cette direction négative qui est, donc je suis en bas de ma limite, donc je suis au maximum de ma sensibilité négative, est exprimée sur les taux courts européens et les taux courts américains. C'est ce qui fait, si vous voulez, qu'aujourd'hui, la performance du fonds sur le mois de janvier est relativement neutre. On n'a pas fait grand-chose parce que en réalité, le short taux coûte de l'argent et le long action en rapporte beaucoup. Donc, je gagne un petit peu plus sur les actions que je ne perds sur les taux. Néanmoins, tout ça va se compenser là dans les jours qui viennent et je vois déjà des vibrations haussières des courbes de taux dans les pays développés. Donc la sensibilité taux négative va nous ramener beaucoup d'argent dans les semaines qui viennent, sachant que le marché action devrait continuer, me semble-t-il, à monter, mais je vais être extrêmement vigilant à la phase de retournement de ce marché action. Donc les deux vecteurs de performance dans les semaines et les mois qui viennent, c'est la hausse des actions suivie de son retournement que je vais essayer d'attraper de manière assez tactique, assez flexible, et la remontée des taux d'intérêt, la poursuite de la hausse des taux d'intérêt en Europe. Sur les devises, c'est exactement le même phénomène. Première phase, le grand salto arrière, le dollar se déprécie, et puis grand salto avant, quelque part dans l'année, avant de se réapprécier. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Ouais, c'est très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, on regardera toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Celles auxquelles on n'aura pas répondu, on y répondra par la suite. Merci beaucoup pour votre attention. J'allais dire passer un bon début d'année, mais une bonne année tout court. Et on vous dit à très bientôt et bon courage pour la suite. Bonne fin de journée à vous.